Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur Canal 10 avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10 avec Séverine Méridan et Richard Etienne. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 et une question se pose en ce moment, à savoir si la grève à EDF-PEI est terminée. Si un protocole de fin de conflit a bien été signé aujourd'hui, il ne l'a été qu'entre la direction et un syndicat de cadres. La CGTG, la CFDT, Force ouvrière et Sud, eux, dénoncent cette communication alors que la reprise des négociations est prévue ce lundi. Ils avaient prévu d'assouplir effectivement les délestages ces prochains jours, ce qui ne risque finalement plus d'arriver vu que des coupures sont prévues dès ce soir et la nomination d'un sous-préfet devrait intervenir dans les jours qui viennent de façon à ce que les négociations puissent reprendre et qu'on trouve une issue à ce conflit. Et maintenant, je reçois Marie-Josée Tyrolien-Pharaon, présidente de l'école panafricaine. Bonsoir. Donc on s'est vu en début de semaine effectivement pour parler de cette audience qui s'est tenue hier au tribunal à Basse-Terre. Résultat des courses. Résultat des courses dans 15 jours. Simplement, effectivement, le fait d'y être allé, ça a été très très positif parce qu'on a pu entendre que le préfet et le procureur ont maintenu donc leur grief, principalement le fait que la présidente de l'association École panafricaine, donc moi-même, j'ai tenu des propos séparatistes lors d'entretiens divers et variés, auxquels les avocats ont donc extrêmement bien répondu et ont remis un peu la situation au clair. On refait le point sur la situation de la Guadeloupe, tant au niveau de délinquance que décrochage scolaire, que manque d'estime de soi et tout ce qui va avec. Et donc, ils ont vraiment expliqué que cette école devrait même être reconnue d'utilité publique, tant les besoins sont grands et tant c'est nécessaire d'avoir une école qui répond aux besoins de la population dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, il maintient les griefs à votre rencontre. Et est-ce qu'il retient toujours aussi l'appellation panafricaine? Est-ce que ça pose toujours problème? Ça fait... Alors, ils ont moins insisté, mais c'est quand même, ça fait partie des griefs qui sont retenus en tous les cas contre l'école panafricaine. Après, on verra si ce grief fait partie, rentrera dans la décision finale. Mais pour l'instant, on nous a dit qu'on a lu l'ensemble des griefs qui ont été retenus. Mais j'avoue qu'ils ont insisté plus sur les propos qui ont été tenus. D'accord. Mais le fait que l'école s'appelle panafricaine, ça participe aussi du fait de la volonté de séparation qu'on aurait affichée en tous les cas avec cette école panafricaine. Donc c'est plus Marie-Josée Tyrolien-Pharaon qui pose problème, finalement. Finalement, on a l'impression quand même que ça s'est retourné plutôt sur la présidente. D'accord. Enfin bon, c'est une présidente qui ne fait pas partie quand même de l'équipe qui va enseigner aux enfants. De l'équipe pédagogique. Vous gérez l'établissement, mais pas l'équipe. Voilà, c'est ça. On gère l'établissement, mais on n'est pas là pour. On n'est pas fait pas partie des enseignants en tous les cas de l'école, ni de la direction de l'école. Il y a une directrice affectée à l'école, il y a des enseignants qui seront là, et il y a une association qui gère tout ce qui est logistique et tout ce qui est école. Donc c'est à voir. Donc la décision sera rendue dans une quinzaine de jours. Voilà. A priori le 27 janvier. On attend, on verra bien un petit peu ce dont il en retourne. Mais en fait, nous sommes confiants parce que le travail a été fait. Nous avons respecté un petit peu tout ce qu'on nous avait demandé de respecter. On est resté vraiment carré. Les avocats ont fait vraiment, il faut les féliciter parce que nous-mêmes, nous étions très, très, très contents de ce qu'ils aient pu remettre les points sur les i. Maître Ezelin et Maître Evita Chevry, tous les deux ont vraiment excellé dans leur art. Et à la sortie, nous étions déjà contents, parce que tout avait été dit et les magistrats n'ont qu'à faire leur travail. Vous n'êtes pas à l'abri quand même l'administration qui campe sur ses positions. Nous ne sommes pas à l'abri, mais au moins nous sommes satisfaits de ce que nous avons déjà fait et nous savons que nous n'allons pas lâcher l'affaire. Que tôt ou tard, cette école verra le jour et que donc c'est à nous derrière de maintenir nos positions et de faire ce qu'il y a à faire en tous les cas pour que ça aille jusqu'au bout et que cette école puisse enfin s'ouvrir. Parce qu'on a le soutien
de la population. Franchement, il y a des syndicats, des associations panafricaines et autres qui nous ont affiché leur soutien, qui sont venus en masse nous soutenir. Donc, c'est un projet qui n'est pas vraiment sorti de nulle part, mais on sent qu'il y avait déjà une attente et que la population soutient ce projet. Donc, ça nous donne beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de force. Et on sait que le droit et le bien sont de notre côté. Donc, avec ça, on avance. Est-ce que vous avez trouvé que la partie adverse était réceptive, justement, à vos messages? C'est difficile à dire, hein, parce qu'il y avait de nouveaux magistrats qui venaient d'arriver en Guadeloupe, il y avait des anciens, et je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir en face une telle... Enfin, déjà, la salle était remplie, la salle d'audience était remplie, donc je pense que ça aussi, c'est un tribunal administratif, la salle d'audience était remplie, et en face, les avocats ont plaidé, quoi. Donc je pense qu'ils n'étaient pas habitués. Donc, on ne sait pas, ils se remuaient un peu. Ils ont dû se retrouver dans une ambiance particulière. Avec les tambours à l'extérieur. Il y avait une bonne ambiance qui montrait qu'on était déterminés, que c'était vraiment un mouvement populaire. Et donc, faut voir. Quand la population, quand les associations du coin demandent quelque chose avec autant de force et autant de détermination, quand on a respecté tout ce qu'il fallait pour dans le droit, parce que c'est ce qu'on nous demande, hein, pour ouvrir une école, oui, ben il y a des règles à respecter. Et nous, on s'est mis vraiment de manière carrée. On s'est dit là, on ne doit pas nous reprocher d'avoir manqué quelque chose. Donc on l'a fait vraiment carré. Et notre détermination était là. Et l'équipe pédagogique, le dossier pédagogique, tout est nickel. Donc on va voir ceux qui vont en sortir, parce que eux ils sont là pour dire le droit. Est-ce que nous avons le droit d'ouvrir une école panafricaine en Guadeloupe? Non pas tenir compte ni de ma personne, parce que je ne suis qu'au service de l'école panafricaine et la présidente. Est-ce que l'équipe pédagogique est apte à diriger une école sans qu'elle cause des troubles à l'ordre public? Voilà ce à quoi ils devront répondre. Et nous on attend. Le simple fait que cette question-là de toute façon ait été posée, je pense que ça mérite beaucoup de débats et beaucoup de discussions, parce que techniquement, comme vous le dites, ça aurait dû être reconnu d'utilité publique, et finalement, pas du tout. Oui, et les avocats ont dit que en fait, les moyens que l'État a mis sur ce dossier sont disproportionnés par rapport au simple fait d'ouvrir une école, quoi. Je veux dire, ça se fait quasiment régulièrement et tout le temps en Guadeloupe, et subitement, une école panafricaine ne peut pas ouvrir. Ceci dit, c'est un sujet qui a ému quand même en Afrique même, hein, puisqu'on a déjà eu deux reportages sur deux télécas mondiales différentes qui nous posent des questions et qui sont étonnés de voir qu'une école panafricaine n'ouvre pas en Guadeloupe, territoire peuplé en majorité d'afro-descendants. Ils se posent des questions aussi. Donc, et nous, comme nous-mêmes... C'est légitime. Bon, c'est légitime. Donc on verra. Donc rendez-vous le 27 janvier prochain. A priori. Et nous serons fixés donc sur le sort de l'école panafricaine, enfin sur la version 1. Voilà. Et après, on verra. Vous nous annoncerez effectivement la suite des événements. La suite du programme, que ce soit pour les parents, pour les enfants, pour tous ceux qui veulent effectivement rejoindre cette école panafricaine. Merci beaucoup, Marie-Josée Tyrolien. C'est moi. Merci de m'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Et parlons maintenant de l'établissement public foncier de la SEM patrimoniale qui signe une convention de partenariat pour l'acquisition de bâtisses d'époque. Ces dernières seront aménagées en locaux commerciaux. Plus de précisions dans le reportage. Nos deux entités ont approuvé de chacun de leur côté, avec le conseil d'administration propre à chacun, je dirais, ont approuvé cette démarche parce que c'est une démarche qui s'inscrit à la fois dans le développement économique et à la fois dans la préservation du patrimoine des centres-villes et des centres-bourgs. Donc c'est un partenariat qui va se nouer avec bien évidemment le concours des communes, puisque l'EPF représente les communes de par le foncier qu'il acquiert pour le compte des communes. Donc on peut dire qu'aujourd'hui cette signature va dans le bon sens et allie à la fois l'intérêt général qu'on défend, mais aussi l'intérêt, je dirais, du secteur marchand,
puisque toutes ces opérations ont vocation à rentrer dans le champ économique. En fait, c'est de trouver une destination aux biens qui seront acquis par le PIF. C'est vrai que nous, on sait faire, on a développé un savoir-faire en matière d'acquisition du foncier et des immeubles dans les centres anciens. Donc l'idée, c'est d'acquérir ces belles bâtisses qui ont une valeur patrimoniale et de pouvoir leur donner une seconde vie. Et pour nous, l'association EPIF SEM Patrimonial permet justement d'aller au bout du processus, c'est-à-dire d'acquérir, certes, mais ensuite de donner une seconde vie et de trouver un exploitant pour les activités qui vont y être développées. Cette opération sera portée essentiellement par des fonds privés, effectivement, puisque la réhabilitation qui va se faire sur ces bâtiments ou sur le foncier qui verra de la reconstruction se fera au travers de prêts bancaires, puisque les opérateurs qui seront dans ces bâtiments, ce sont des entreprises qui seront dans ces bâtiments. Donc évidemment, alors rien ne nous interdit d'aller peut-être regarder des programmes de réhabilitation, peut-être nous aider au travers de quelques subventions, c'est vrai, mais l'essentiel de cette opération est porté par des fonds privés. Ce sont des opérations qui étaient déjà en attente, donc on s'est dit allons-y, puisqu'on pouvait les démarrer très rapidement. Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'expérimentation. Je pense qu'une fois qu'on a décidé de faire quelque chose, il faut y aller tout de suite. Là, on avait vraiment la capacité de démarrer sans tarder ces 4 opérations, donc on s'est dit on y va pour 2023. Et après 3 jours passés sur le département, la visite de Luc Carnouvaz se termine. Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale se réjouit des multiples rencontres effectuées. Le reste en images. Belle réunion, l'ensemble des CCAS de la Guadeloupe et surtout du Sud-Bastère étaient présents, en présence de Carvounas, M. Carvounas, qui est quelqu'un de très important. C'est presque on va dire une visite presque ministérielle, très importante. On l'a vu pendant le Covid, on a vu pendant Fiona le rôle fondamental des CCAS. Ce sont des structures qui sont à proximité, qui sont proches de la population et qui font un travail extraordinaire. Et faire cet échange d'expérience, parce qu'on apprend du national, mais le national apprend. Et il l'a très bien dit, le président Carvounas, il a appris des choses aussi ici en Guadeloupe, parce qu'on a aussi des spécificités. Il y a eu Fiona, il y a des particularités en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Donc cet échange a été très fructueux et bien sûr, ce n'est qu'une première étape parce que le contact continue, notamment dans le domaine de la formation pour tous nos agents du CCAS. Nous sommes sous l'équité, mais c'est vrai que là où les problématiques sont plus prégnantes, nous allons prendre certainement plus de temps pour pouvoir accompagner ces CCAS. C'est le rôle de l'Union départementale, c'est le rôle du conseil d'administration. Donc nous sommes au travail aujourd'hui plus que jamais. J'ai décidé de mettre en place un réseau caraïbéen qui va permettre à la Guadeloupe de dialoguer par exemple avec la Martinique plus facilement, avec la Réunion. Et d'ailleurs, c'est à la Réunion que nous ferons notre congrès national des Outre-mer mi-novembre chez Erika Barrette, qui est la première vice-présidente de l'UNCAS. Et moi, je veux remercier et profiter de votre antenne pour dire merci à Eliane Guillougou, élue départementale des Abîmes et qui est la présidente de l'Union départementale et qui a permis en 3 jours de rencontrer finalement toutes les autorités partenariales, que ce soit la CAF, le préfet ce matin, le président de département, le président de région, leurs élus, beaucoup de maires, enfin tout ce qui fait sens dans le réseau national. Et nous allons continuer cela. En tous les cas, moi j'avais dit le 11 décembre 2020 que les Outre-mer seraient ma priorité et c'est ce que nous sommes en train de faire. En tous les cas, la force de l'Union nationale, c'est de pouvoir faire ce que nous venons de faire pendant 3 jours. Et comme je l'ai dit, c'est pas one shot. On va revenir, on va monter des coopérations lundi matin plutôt. De mémoire, la CAF a topé dans la main avec la présidente de l'Union départementale pour une convention partenariale. Voilà comment je conçois le travail de l'Union nationale quand elle se déplace. Et on part pour la réception des jeunes qui effectueront un service civique au sein de la mairie de Gourbert. Nous sommes à Gourbert pour accueillir les jeunes qui sont en service civique. Donc c'est une cérémonie d'accueil des jeunes qui sont en service civique. La région est partenaire des services civiques et dans le cadre du plan Action Jeunesse, nous allons recevoir ces jeunes individuellement et les accueillir pour travailler avec eux sur leur projet professionnel. Ça me permet d'apprendre plus de choses, de connaître et
découvrir le monde du travail. C'est important de leur donner un signe de l'engagement de la ville en faveur de la jeunesse et ça passe aussi par des emplois directs mais aussi par le service civique qui est un tremplin, l'antichambre vers la voie professionnelle et c'est aussi pour beaucoup le premier contact avec la vie en entreprise, en collectivité et l'important aussi de bien les accueillir à la hauteur de l'ambition qu'on veut donner à notre jeunesse et aussi les insérer progressivement, même s'ils ont déjà commencé dans la vie communale, par les tuteurs et les tutrices, mais aussi par l'engagement des élus au quotidien. Et il est important aussi pour nous de les faire sentir l'importance qu'on leur porte et aussi de montrer la volonté de la ville aussi dans une de nos priorités, c'est l'insertion des jeunes et voilà, ça passe par, comme je le disais, par l'emploi direct, mais aussi par la voie du service civique avec les services de l'État, mais également avec la région. Un reportage signé Michel Depape. Et maintenant, on découvre effectivement le teaser d'Inside Mass qui revient tous les mercredis à partir du 18 janvier prochain à 20h avec Stanley Manicor qui va donc un peu s'infiltrer dans les groupes de carnaval. Vous allez tout voir, de la préparation des costumes, les répétitions, les déboulés, enfin tout sera compris. Regardez. 2020 et finalement 2023, après 2 années d'absence, on l'avoue, vous nous avez aussi manqué. Inside Mass est enfin de retour, avec toujours la même mission pour Chris Kevy et moi, vous amener au cœur du carnaval de Guadeloupe. Et quoi de mieux pour se retrouver que de partir à la rencontre d'un groupe mythique qui fête cette année ses 20 ans, Nation à Nègre-Marron. On y va. Dès le 18 janvier, rendez-vous tous les mercredis, 20h sur Canal 10. Le rendez-vous est donc pris avec Stanley Manicor. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. N'oubliez pas que le conflit à EDF se poursuit et qu'il risque d'y avoir des délestages dans la nuit et dans le week-end. Donc, pour que vous ne soyez pas étonnés. Et visiblement, on passe aussi en niveau de vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Donc, la prudence sera de mise sur les routes, aux abords des cours d'eau et en montagne. Un bon week-end à vous. On se retrouve lundi. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10 avec Séverine Méridan et Richard Etienne. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Absalon Hugues Théodore, bonsoir à Patricia de Normandie, bonsoir à Marie Rutil, au général Franck Abar, à Agnès Bolmin, bonsoir à Armanda Guadeloupe, à Joyce Gabo, bonsoir à Guigui Pilou, à Fanny Deka, bonsoir à Géna Glore. Géna Glore qui nous dit Gourbert, rue des Caramboliers, pas d'eau comme d'habitude. Bon, les coupures et les tours d'eau, hein, c'est devenu vraiment trop une habitude dans ce pays. Et à quoi viennent se rajouter maintenant les coupures d'électricité, c'est top. Alors, bonsoir à Teddy Chelnico, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Franciane Louis, à Lou Mayol, bonsoir, à qui d'autre, à Claudie Giraud-Girard, à Moïse Tézénas, à Ghislaine Calif, à Fabienne Médard, à Patrice Balerzi. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'antenne de Canal 10. Je crois que j'avais oublié de faire un coucou d'ailleurs. Effectivement, j'avais oublié. Faudra que je le retrouve. Bisous, bisous tout le monde.